Bonjour à vous tous, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe pour ce nouveau numéro de 300 millions de critiques, dont voici le sommaire. La série 10% est de retour en France pour une deuxième saison et une saison 3 est d'ores et déjà prévue. Comment est-elle perçue au sein de la francophonie qui la diffuse? Nous en discutons aujourd'hui. Née au milieu du XXe siècle, la performance artistique est une composante de l'art contemporain. Récemment, un festival de performance intitulé Do This Term se tenait au Palais de Tokyo à Paris. Nous nous appuierons sur les images pour parler performance artistique. Les Amazones, ce sont 8 chanteuses stars d'Afrique de l'Ouest réunies pour lutter contre les violences faites aux femmes dans un album intitulé République Amazone qui sera l'objet d'un débat aujourd'hui. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Vous retrouvez vos amis préférés, à savoir Alain Gerlache. Bonjour mon cher Alain pour la RTBF, Estelle Martin de TV5 Monde, Michel Serruti donc pour la radio-télévision suisse et Mathieu Dugal pour Radio-Canada. Bonjour à tous les quatre. Nous allons commencer par une série qui connaît un succès phénoménal à la télévision et qui parle de cinéma. C'est la série 10%, de retour en France depuis le 19 avril, donc pour une deuxième saison. 5 millions de téléspectateurs en moyenne s'étaient rassemblés devant chaque épisode pour la saison 1. La saison 2 a démarré, disons, un petit peu plus timidement sur France 2, mais une saison 3 est d'ores et déjà prévue. Comment cette série est-elle perçue au sein de la francophonie? Nous en discuterons donc juste après cet extrait. Ça te gêne pas si je te tutoie? Hein? Non, pas du tout. Ok, tu fixes droit devant, comme si j'étais pas là. Je t'entends super bien, hein. Ça marche. Me réponds pas. L'oreillette, personne sait que t'en as une. Ok. Me réponds pas. Pardon. C'est juste une voix dans ta tête. Comme si c'est toi qui pensais. Tu me réponds là. Non. Ah! D'accord, j'ai compris maintenant. Tu me reçois? Fais un pas en arrière. Reviens sur base. J'ai la gaule. Regarde pas surtout, c'est hyper impressionnant. Allez, OP. D'abord, il faut rappeler donc 10%, c'est une histoire qui a été montée donc autour des rapports qui existent entre les comédiens, les acteurs, les artistes et leurs agents. Au départ, ça paraît un sujet minuscule, et bien on en a fait un énorme succès en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons pour lesquelles finalement quelque chose qui pouvait paraître marginal est devenu un énorme succès populaire? Alain? Mais je crois que justement, ce qui caractérise cette série... À l'origine, c'est Dominique Besnéard, oui, d'ailleurs, évidemment, qui était agent et maintenant donc producteur. Donc on est dans un tout petit milieu très particulier. Alors il y a évidemment la présence des stars qui jouent leur rôle, mais je pense que la qualité principale de cette série, c'est qu'elle a évité l'entre-soi. On est dans un monde extrêmement particulier, et pourtant on ne se sent pas dépaysé parce que, au-delà des stars, au-delà du métier quand même un peu particulier, agent de stars, mais c'est la vie de bureau qui est décrite. Et tout le monde connaît les rapports qui peuvent exister dans la vie de bureau, les rivalités, les alliances temporaires, les retrouvailles, les haines, etc. Et c'est tout ça qu'on vit aussi. Et ça, je pense que c'est sa principale qualité, c'est d'avoir évité l'entre-soi. Estelle? Alors effectivement, c'est vrai que ça peut donc être on est dans le monde des agents, des comédiens, exactement. Les jeunes qui veulent arriver, les rivalités entre ceux qui sont en haut de l'affiche, ceux qui sont sur la pente descendante et qui effectivement ont du mal à trouver des rôles, plus un mélange de vie privée, d'argent et de vie professionnelle. Surtout là dans la saison 2, il y a vraiment un mélange de comment dire, enfin, voilà, il y a vraiment la vie de bureau mais à version extrême avec l'arrivée d'un chef psychopathe qui est interprété par un très bel acteur qui s'appelle Assad Bouab, qui est vraiment... oula, alors là on a des étoiles dans les yeux. Assad, si tu nous écoutes. Surtout vous, Estelle. Hein. Non, je crois que la gente féminine... Non, mais ce qui est intéressant avec 10%, c'est que les stars aiment jouer leur rôle. Elles s'amusent gentiment, alors c'est vrai que gentiment d'elles-mêmes, mais de leur image. Et ça, c'est pas si souvent. Il faut donner une liste de noms. Parce que Isabelle Adjani, par exemple, à un moment, elle a une scène où elle improvise face à une sorte de jeune cinéaste, un petit peu la Xavier Dolan. Et elle est là et elle interprète un rôle. Elle est Circé dans la mythologie. C'est extrêmement drôle. Norman, qui est
est la vedette, qui est une star sur YouTube, enfin en France et je pense dans toute la francophonie. Norman, alors c'est ça, voilà, on voit deux vedettes totalement différentes qui ont accepté de jouer leur propre rôle. Norman qui est totalement stressé parce qu'il doit conduire, et donc ça donne des petites scènes, c'est amusant, c'est authentique. On sent d'ailleurs que les stars s'amusent avec leur rôle. Parfois ça peut être extrêmement touchant. Guy Marchand par exemple, qui interprète le rôle d'un acteur vieillissant qui a du mal à trouver des rôles, il a des petits soucis de santé. Et là, on aborde des problèmes qui sont liés au fait d'être agent, les assurances. Comment fait-on quand on a un acteur qui ne va pas bien? Alors ça, vous allez me dire c'est anecdotique, mais non, justement c'est authentique. Ça nous permet de découvrir les coulisses de ce métier qui nous fascine tous, hein, le cinéma, il y a quand même énormément de stars grâce à Besnéard qui ont participé à l'opération. Oui, tout à fait. Isabelle Adjani, c'est déjà un grand nom. Non, mais il y a les Camille Cotin, il y a eu Joe Star, Lucchini, enfin... C'est vraiment l'essentiel du cinéma français qui est solidarisé derrière le projet donc, de Dominique Besnéard, assurant le succès de cette série. Michel. Oui, ça marche bien en Suisse aussi. La première saison a été bien suivie. Elle est diffusée chez vous aussi. Oui, elle est diffusée sur la RTS, absolument. Et la deuxième la sera certainement aussi. Voilà, c'est formidablement bien réussi. On en avait déjà parlé dans cette émission à l'occasion de la première saison. Ils ont tout réussi, là, vraiment. Et ce que je peux ajouter à ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'évidemment, en plus, pour le téléspectateur, le fait d'avoir des stars, des vrais stars, qui en plus jouent leur rôle et qui ont l'air de jouer plus ou moins, donc ça renforce ce côté. Alors, on n'est pas dans l'entre-soi, mais on a un petit peu l'impression d'être des témoins privilégiés de quelque chose auquel on n'a pas habituellement accès. Et mais donc, on n'est pas exclu. Mais on est sans être exclu, voilà. Absolument. Donc, du coup, il y a tout. Il y a le fait que ça parle de choses avec des archétypes qui sont ceux de monsieur et madame tout le monde. Il y a le fait que c'est formidablement bien fait parce que ça nous touche avec de réels problèmes. Puis en même temps, il y a ce côté quand même un petit peu glamour privilégié auquel on a accès. Donc voilà, ça fonctionne bien. Et en plus, de bons metteurs en scène. De bons metteurs et surtout de bons auteurs. Parce que c'est ça qui a véritablement changé avec les séries aujourd'hui. Et à ce titre-là, eh bien... 10% eh bien, suit l'archétype, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, depuis très longtemps maintenant, les séries sont écrites par des groupes d'auteurs, alors qu'auparavant, la prééminence était donnée à un réalisateur qui prenait un peu tout sur lui avec un scénariste, et il n'était que deux finalement. Et aujourd'hui, on a vraiment affaire à ça. Les États-Unis l'ont fait, les Anglais l'ont fait, les Danois ont été les premiers en Europe à en faire. Désormais, tout le monde fait ça, même les Suisses s'y mettent aussi désormais pour la prochaine série. Ben, c'est écrit par un collectif et pas simplement par un réal et puis un scénariste. Et le fait qu'il y ait plusieurs regards, parce qu'un scénariste s'exprimait là-dessus, c'était une scénariste, je crois, danoise, disait ça devient beaucoup trop complexe à un certain stade. On a besoin d'avoir plusieurs regards aussi, pour avoir plusieurs idées, parce que s'il n'y a qu'une personne qui écrit quelque chose, des fois on est un petit peu en panne. Quand on peut mettre ensemble les regards, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, mais quand on peut confronter ces regards, partager l'intrigue, et bien souvent on arrive à des choses qui sont plus élaborées, et c'est ce qu'on voit notamment avec une série comme 10%, avec des intrigues, des sous-intrigues, ça foisonne, on ne sait pas comment ça va finir, des rebondissements incroyables. Il y en a beaucoup. Non, ils ont réussi leur affaire, il n'y a aucun doute. Voilà, donc c'est Cédric Clapiche qui au départ donc, a été l'espèce de concepteur général de la série. Puis maintenant, vous avez des metteurs en scène comme Laurent Tirard qui participe, ou Jeanne Henry qui avait écrit donc Mon idole. Elle joue son propre rôle aussi dans la saison 2. Vous diffusez ? Oui, c'est aussi au Canada sur Arte TV. Et en tout cas, si on peut répondre à une sempiternelle question quant à le potentiel d'exportation de produits culturels francophones. C'est en vente, votre T-shirt, là, parce que... C'est un potentiel d'exportation créative. Création montréalaise. Ah non, c'est bien. J'exporte les créations montréalaises. J'ai un 10% d'ailleurs. Ouais, exact. Et en fait, on se pose beaucoup la question à savoir est-ce que les produits francophones sont exportables? Est-ce que surtout aussi les produits français sont exportables ailleurs dans la francophonie? Bien là, on a un exemple où on peut dire oui, effectivement. C'est avant tout très bien écrit. Ça dépasse le cercle fermé des vedettes françaises que ça met en scène. Il faut dire qu'à la différence de la Belgique et de la Suisse, au Québec, on va faire notre propre série. Donc, il y a déjà des tournages qui sont commencés avec un réalisateur fameux. Sur le même thème. Ah, donc, on ça a reprend... changé de nom, je crois. Ça s'appelait Appeler mon agent. Appeler mon agent. Ils n'ont pas 10%. Alexis Durand-Brault, qui a tourné des séries extrêmement connues au Québec, notamment La Galère. Et d'ailleurs, il vient de lancer un des films les plus fameux de l'année au Québec. C'est Le cœur qui meurt en dernier. Magnifique film. Mais cela dit, il faut dire que c'est ce genre-là où les vedettes se mettent en vedette, qui fait recette depuis longtemps. Moi, je pense en Angleterre... The Extras avec Ricky Gervais qui jouait sur cette formule-là où il se mettait
en vedette sur des tournages. J'ai joué le rôle d'un extra, d'un comédien surnuméraire, un A ou un... En fait, c'est l'intensification du guest qui est une chose qui est arrivée dans l'année 60. On pense aussi, par exemple, à Curb Your Enthusiasm, avec Larry David aux États-Unis, qui joue aussi dans ces plates-bandes-là. Donc, c'est intéressant parce qu'on saute d'une certaine manière, on va de l'autre côté du miroir et on va voir quelque chose, comme vous le disiez, auquel on n'a pas accès et une chose à laquelle on n'a pas accès. Et bref, il faut que ce soit... C'est une bonne idée, il faut que ce soit bien réalisé. Dans le cas de cette série-là, effectivement, c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment... C'est coupé au couteau, là, mais vraiment... c'est bien fait. La réalisation aussi est magnifique. C'est Hérault qui supervise l'équipe des auteurs. Et donc, ça s'écoute aussi bien en version française. Et moi, je suis très curieux de voir la version québécoise. À ce qu'on dit, on va l'adapter. Il paraît qu'il y a certains traits types des vedettes françaises qui ne sont pas du tout exportable au Québec. Il y a une relation au vedettariat qui n'est pas du tout le même si on a notre star system. Bref, une bonne idée qui s'exporte, c'est 10%. À propos d'exportation, il faut quand même savoir qu'en Belgique, évidemment, on peut le voir sur France 2, mais c'est distribué par Netflix, comme dans une soixantaine d'autres pays. Alors, on a eu l'occasion, dans des émissions précédentes, de parler du rôle parfois ambigu que Netflix peut avoir. Voilà ici un opérateur américain qui, dans une soixantaine de pays, peut diffuser une série française de qualité. Ça mérite aussi quand même d'être souligné. Et il faut aussi souligner qu'on y met les moyens. Déjà, c'est sur le service public, on y met les moyens, ce qui n'a pas toujours été le cas pour les séries. Là, ils ont intérêt pour une raison simple, c'est si vous voulez, ils s'adressent au cinéma français. Bien sûr. Voilà. Donc, comme les gens du cinéma soutiennent Besnéard dans cette affaire-là, ils vont donner évidemment beaucoup plus d'argent à des séries qui sont jouées par les acteurs moins connus, avec des réalisateurs moins connus. Là, c'est comme si, en gros, ils font... Je ne sais pas qu'ils font un cadeau, mais c'est une sorte d'hommage au cinéma qui est payé évidemment par le service public. Il faut dire aussi que Paris est présent dans la série. Et pourtant, ce n'est pas une série parisienne. Et c'est cela que je pense parvient toujours à réussir cette série. C'est le cinéma, mais il ne faut pas être dans le milieu du cinéma pour la comprendre. C'est Paris, mais il ne faut pas être parisien pour s'y retrouver. Et ça, je trouve que c'est vraiment la recette magique. Il faut savoir que dans un registre un peu similaire, par exemple, Scorsese et Mick Jagger se sont associés pour raconter les coulisses de la naissance du rock dans les années 60. Et ça a été un beat terrible. Ça s'appelait Le Vinyle. Ils ont arrêté la première série. Vous avez aimé donc la saison 2 de 10%. J'ai pas vu la deuxième. Moi, j'ai vu le premier épisode. Moi, j'ai eu la chance de voir les 6 épisodes parce qu'on fait partie de la presse. Non, parce que la presse... Comment s'appelle cet acteur très moche que vous avez repéré? Alors, Assad Bouab. Assad Bouab. Mais quand vous voyez un type sublime, vous cherchez son nom. Oui, non, parce que je ne connaissais pas ce charmant, cet acteur prometteur. Je ne le connaissais absolument pas. J'ai regardé les 6 épisodes. Non, et j'ai regardé les 6 épisodes pour vraiment de talent. Et je pense qu'il a beaucoup de talent. Non, et d'ailleurs, c'est ce que vous soulignez. Mais c'est pas uniquement professionnel. Si, c'était totalement professionnel. Pinocchio. Alors, si vous avez besoin du portable d'Estelle Martin, on va l'afficher. Non, mais juste on va mettre le portable ici. Non, je veux bien. Il n'y a que 6 épisodes. C'est quand même dommage. Bah oui, c'est chiant. C'est pas dommage, c'est chiant, il faut le dire. Bah oui, il faudrait plus d'épisodes. Heureusement que vous m'avez dit que la 3e saison... Bon, allez hop, c'est terminé. L'interactivité sur Twitter, les fans de 10% ont de l'humour, comme Cécile, pour qui l'amour, le vrai, c'est de réussir à attendre sa moitié avant de regarder 10%. C'est le phénomène des séries qui sont quand même devenues dominantes dans le monde de l'audiovisuel, dans toutes les chaînes, dans le monde entier. Pour interagir avec 300 millions de critiques, vous avez la solution Twitter, mais aussi la page Facebook de l'émission et les adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous allons parler d'un registre qui est totalement différent, puisque nous allons parler des performances artistiques. Les performances, c'est un des aspects de l'art contemporain. Vous avez l'art figuratif, vous avez la sculpture, vous avez l'art abstrait, vous avez l'expressionnisme, vous avez les monochromes, et puis vous avez la performance qui est née en gros au milieu du XXe siècle. C'est donc une composante de l'art contemporain, c'est une activité qui est polymorphe, qui semble effectivement marginal et dont on parle simplement de temps en temps. Mais on en a beaucoup parlé ces derniers temps à Paris à cause de l'artiste français qui s'appelle Abraham Boincheval ou encore de l'artiste suisse qui s'appelle Séverin Guelpa. Les performances laissent rarement d'indifférents. Et nous allons parler juste après ce sujet d'Estelle qui a filmé donc ce qui s'est passé au Palais de Tokyo à la fin du mois d'avril pour que nous puissions parler de ce mouvement qui a suivi Fluxus, Dada, etc., qui consiste pas simplement à faire des tableaux, mais à se mettre en scène. Regardez.
Une expo, un projet d'exposition peut prendre 2 ans, 3 ans, 1 an, c'est des temps très longs. Une performance, on peut la concevoir et la voir réalisée la semaine suivante. C'est vraiment une manière de réagir au contexte social et politique. Séverin n'est pas un performeur, Séverin est un clin d'œil à tout le travail qui a été fait par Merce Cunningham avec des artistes comme Rauschenberg, comme Jasper Jones, comme Andy Warhol. Donc tous les gonflables qui ont accompagné des projets de danse de Cunningham. Et Séverin a bien voulu jouer ce jeu-là, de se confronter aussi à des artistes performeurs qui intégraient l'espace de sa création. Ces coussins qui s'envolent, qui se frottent aux angles des colonnes brutes de l'espace, il y a quelque chose d'extrêmement fragile, quoi. Et moi-même, depuis 3 jours, je suis toujours en train de les observer en me disant, mais si ça se déchire au moment fatidique. Mais la performance, c'est ça. Je dirais que c'est une prise de risque, à un moment donné, teintée d'une forme d'immatérialité qui est extrêmement intéressante aujourd'hui. Tout ce qu'on ne retrouve pas, qu'on n'arrive pas finalement à mettre dans la sculpture ou dans le théâtre ou dans les arts vivants, je dirais que part un peu sous le couvert de la performance, et c'est ce qui fait sa richesse, parce qu'elle est par définition insaisissable. Voilà, la performance, ça consiste évidemment à expérimenter les limites. C'est une des raisons de l'existence de l'art dit contemporain. Estelle, parlons d'abord de ce personnage précis qui est Poincheval, qui a fait des choses assez différentes, et après on parlera des performances en général. Oui, ce garçon est étonnant, il a 44 ans, il est français, et lui vraiment, alors c'est un performeur, alors je ne sais pas si on peut dire, je ne sais pas quel est l'équivalent francophone, on va rester sur performeur. Il adore en fait, être dans un endroit clos, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans la peau d'un ours, mais quand je vous dis dans la peau d'un ours, c'était vraiment à l'intérieur d'un ours, il est resté, il a vécu à l'intérieur, et alors effectivement les gens l'écoutaient, c'était au musée de la chasse le musée de la chasse à Paris. À Paris, dans le Marais. Dans le Marais. Et donc voilà, donc là, il y avait déjà cette expérience-là. Mais il va de toujours plus loin. La dernière fois, c'était dans une pierre. Donc il appelait ça une capsule minérale. Et il est quand même resté 9 jours sans bouger dans cette roche. Une pierre qui fait à peu près 3 ou 4 mètres de haut. Ouais, et il est à l'intérieur, on la referme. Et voilà, il est resté à l'intérieur. Jamais je n'irai là-dedans. Il ne faut pas être claustrophobe, je vous l'accorde. Et après, il a donc décidé de couver des œufs. Donc il en a couvé. D'ailleurs, les petits vont très bien, ils ont éclos. Ils sont nés. Il les a envoyés dans sa famille. Et voilà, dans une petite ferme. Donc c'est vrai qu'on voit qu'Abraham Poincheval, c'est vraiment le performeur français dans tout ce qui est lié au corps. Parce que pour moi, et j'en discutais avec Victoria Matarese, qui elle s'occupe des performances pour le Palais de Tokyo et qui s'occupe donc de ce festival de Disturb, la performance c'est quand même lié au corps, à une prise de risque, plus ou moins grande, et voilà, et souvent avec un positionnement politique. Alors là, c'est un peu moins le cas avec Abraham Poincheval, parce que là, on voit qu'il veut vraiment plus dépasser ses performances. Et moi, ce que je salue à Paris, on a vraiment la chance d'avoir ce lieu, le Palais de Tokyo, qui est quand même un endroit incroyable et qui ouvre ses portes, ouvre cet espace monumental à des artistes comme Abraham Poincheval et bien d'autres. Voilà, il ne faut pas toujours rigoler de ce genre d'activité pour une raison très simple, c'est qu'il y a des gens qui expérimentent ce que nous ne pouvons pas expérimenter nous-mêmes dans la vie quotidienne. Il faut dire que les performances, elles sont nées, on le disait tout à l'heure, au milieu du XXe siècle. En grande partie, des mouvements comme Dada, puis après Fluxus, sont des mouvements qui sont nés juste après la guerre. Donc on fait faire à des jeunes gens des expériences atroces. On les envoie dans les tranchées, on les envoie se faire massacrer, puis d'un coup on sortirait de là, puis on ferait des tableaux. Non, disent un certain nombre d'artistes, il faut essayer de remettre cette tension qui existe dans la société quelque part. Est-ce que les Belges sont assez bons dans ce domaine, non ? C'est-à-dire que ce qui caractérise quand même ce genre d'activité culturelle, c'est qu'on explose les frontières entre les différents arts. On ne sait plus si on est dans le... D'une certaine manière, l'entartreur était aussi... Mais oui, et donc voilà. Et c'est pour ça que nous avons en effet chez nous une biennale qui s'appelle Performatique et qui se déroule à Bruxelles dans un théâtre qui s'appelle le Quai Théâtre, qui est plutôt un théâtre, le théâtre du Quai, un théâtre un peu expérimental qui développe une série d'activités. La dernière a eu lieu cette année, du 24 mars au 1er avril, 40 artistes, 17 lieux différents dans Bruxelles. C'est bien d'occuper une ville et de se répartir un peu partout, parce que c'est ça qui permet de toucher le public aussi.
C'est un peu là la difficulté, c'est de sortir d'un caractère un peu ésotérique, de passer pour de doux rêveurs ou de doux fêlés aux yeux du public et de montrer que ça va au-delà de l'insolite ou de la provocation, que c'est vraiment une démarche artistique qui ne s'intéresse pas seulement à quelques initiés. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une biennale à ce sujet. Alors je voudrais simplement ajouter qu'il y a un certain nombre de performances qui ont existé et qui ont considérablement influencé des grands secteurs de l'art. Jackson Pollock, le dripping, au départ, c'est une attitude qui finit par fabriquer des tableaux. Dans la moderne danse aux États-Unis, tout vient de la performance. Par exemple, Merce Cunningham, qui est un des grands directeurs de ballet aux États-Unis, eh bien une grande partie de ses œuvres ont été créées dans la rue, ça ressemblait à des performances. Le free jazz, c'était pas loin, très loin, des performances. Le Living Theatre de Julian Beck, c'est-à-dire ce théâtre où on mélangeait la sexualité comme les actionnistes viennois comme Hermann Nietzsche et le théâtre avec des gens un peu à poil partout sur scène faisant tout, n'importe quoi, mais en même temps réinventant tout ça. C'est pas simplement des gens isolés, ça a fini par transformer une partie des autres activités plus traditionnelles. Michel, oui. Je fais le prof tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Non, mais enfin, moi je fais le flagorneur, mais c'est important de réexpliquer ça. On a souvent cette discussion autour de ce plateau, c'est que des fois on a de la peine à comprendre une expression artistique parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui l'a précédé. Et comme l'art est quelque chose qui est évoluant, des fois quand on prend le temps de réexpliquer ce qui s'est passé et d'où ça vient, on comprend mieux ce à quoi on assiste en 2017, en 2015 en l'occurrence. Et il nous manque ces boulins. Et en l'occurrence, la Suisse, vous parliez de Dada. Voilà, alors c'était pas vraiment de la performance à ce moment-là, mais il y avait déjà un jeu avec le corps, on a suivi ça évidemment, il y a eu le Bauhaus en Allemagne, donc tout ça pour dire que la Suisse alémanique, en Suisse la partie germanophone, a été très exposée et a beaucoup suivi la performance depuis vraiment belle lurette. Pour vous citer un exemple, Dieter Mayer, donc la moitié du duo Yellow, en 1969, pendant une semaine, 8 heures par jour, 5 jours dans la semaine, devant le Kunsthaus à Zurich, il remplissait des sacs avec 1000 pièces de métal dans chaque sac. Il avait ça 8 heures par jour pendant 5 jours. C'est sa performance, en l'occurrence. Il y a eu une école qui était Farbe und Form à Zurich. Il y a eu des festivals aussi, le Belluard à Fribourg ou le Performance Index à Bâle, par exemple. Donc, il y a vraiment eu ça. Alors, pas forcément avec des artistes qui sont super populaires et super connus, mais ça a toujours existé et qui ont été plutôt respectés dans le milieu. Aujourd'hui, on a 2-3 artistes qui sortent du lot. Je pense à Jan Margusic. Alors, encore une fois, on est dans l'extrême, mais Marina Abramovic elle-même disait « The artist is present ». Enfin, ça va vraiment donc, artiste serbe qui est né en 1948. Merci. Et qui est une figure tutélaire de la performance. Ben oui, il connaît ça par cœur, Guillaume. Et elle disait, voilà, l'artiste doit être là et doit exposer son corps. Et un type comme Jan Margusic, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se mettre en scène et puis il a réfléchi avec des entreprises pour trouver une substance qui lui permette de transpirer, de suer bleu, du méthylène en l'occurrence. Donc voilà, ce sera sa performance où il se baigne dans une baignoire de verre pilé. Alors ça, bonjour. Je veux dire, il faut être très zen pour faire ça. Il s'immerge dans une baignoire de verre pilé, il y reste pendant des heures. Voilà, c'est absolument impressionnant. Où on a une autre artiste en Suisse qui s'appelle Milo Moiré, dont on a pas mal entendu parler, qui est un peu décriée parce qu'on ne sait pas toujours, pour les puristes, si c'est vraiment de l'art ou pas. Je pense qu'en l'occurrence, sa plastique parfaite la dessert dans ce genre d'entreprise, qui se promène assez souvent nue, qui pond des œufs. Voilà, par l'entremise de son sexe, et qui peint des tableaux avec ça, notamment, qui les laisse éclater par terre et qui du coup en fait des tableaux. Mais c'est un univers qui mérite véritablement qu'on s'immerge et qu'on peut difficilement appréhender comme ça du premier coup, je trouve. Ça nécessite un tout petit peu, c'est un peu presque conceptuel, ça demande un peu de réflexion, il faut un tout petit peu y réfléchir, mais quand on commence à entrer dans ce monde-là, c'est un monde qui est passionnant, mais c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. C'est-à-dire que l'industrie du cinéma étant devenue tellement du divertissement que tout d'un coup, effectivement, retrouver des émotions incroyables, c'est très compliqué. Par exemple, je me souviens d'un Marina Abramovic, l'une des premières performances... En 1948. Voilà, en 1948. Elle a beaucoup fait des performances avec son Jules. Et l'une de ses principales performances, elle a été là, et lui, il était là, il restait pendant des heures avec un arc et une flèche. C'est-à-dire que si jamais il avait la moindre défaillance dans le pouce, elle mourrait sur le champ. Vous imaginez l'intensité, effectivement, des gens qui assistaient à ça. C'était une histoire d'amour intense. Mais elle avait fait ça aussi dans les années 70 dans une galerie avec un fusil chargé. Absolument. Et elle se laissait carrément à la merci du public. Et il y a des gens il y avait des gens du public qui avaient même pointé le fusil chargé vers elle et d'autres qui essayaient de leur enlever. Donc, c'est vraiment l'espèce de geste d'abandon artistique total. Et alors, il y a une chose après je terminerai sur ça, mais il y a une chose qui est
très, très émouvante pour ceux qui peuvent regarder sur les réseaux, évidemment, sur YouTube, partout, c'est qu'en 2010, elle a fait une grande performance au MoMA à New York, qui a déchaîné la passion de Jay-Z, de Lady Gaga, etc. Et donc, elle était assise, très simplement, donc, comme ça, et puis vous vous asseyez, des gens qui venaient à côté d'elle, et vous la regardiez pendant 5 minutes. Et elle s'est séparée de son mec. Elle est partie en Chine, donc ils ont mis en scène leur séparation. C'est un très beau type, genre un peu hippie des années 70. C'est un Allemand qui s'appelle Ulle. Voilà, et ils sont allés se séparer d'une manière symbolique sur la Grande Muraille de Chine, en plein milieu de la muraille. Ils se sont embrassés pour la dernière fois et ils se sont quittés. Des années après, le MoMA arrive, et donc elle s'assoit, elle reçoit les gens dans un silence impressionnant, même si beaucoup de gens comme Lady Gaga sont arrivés, et tout d'un coup, alors qu'elle ne s'y attend pas, il arrive. Et il est très beau, et tout d'un coup, alors c'est vraiment l'émotion pure. Alors elle là, perd sa contenance. C'est absolument fantastique comme image, parce qu'elle, qui est très brune comme ça, qui a un peu un grand nez, elle voit arriver ce type qu'elle n'a pas vu, ça nous est tous arrivé de voir réapparaître un amour depuis des années, et là, il y a ses yeux qui commencent à se défaire, les larmes, et donc elle est obligée de rester comme ça, parce que c'est le contenu de la performance, et à un moment, elle ne peut pas se retenir, elle avance ses mains, et elle se met vers lui. Vous regardez ça sur YouTube, enfin partout où vous le voulez, MoMA 2010, Marina Abramovic, c'est absolument extraordinaire et c'est pas simplement un petit truc mondain dans un... Il se déchire en cours depuis, là, mais... Comment il se déchire en cours depuis. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est la vie, ça. C'est un autre genre de performance. Pour des questions de droit, surtout. Mathieu. J'ai couvert la vie culturelle à Québec pendant une quinzaine d'années. Vous savez que Québec est une des capitales de la francophonie dans le monde de la performance. Il y a une des plus vieilles rencontres de performance qui a débuté en 1984. Et c'est tout ça, les gens qui sont derrière ça, ce sont les gens de la galerie Le Lieu, notamment Richard Martel, qui font vivre ce monde-là de la performance. Et il y a une dizaine d'années, j'ai animé plusieurs conférences lors d'une manif d'art à Québec qui portait sur le cynisme. Et j'ai fait une entrevue assez intéressante avec le commissaire Patrice Loubier, qui, lui, me disait ceci. Il dit, écoutez, il faut comprendre la performance comme une actualisation de la philosophie des cyniques. Et il fait remonter la performance beaucoup plus loin que Dada, beaucoup plus loin que Fluxus, parce que pour lui, la philosophie de Diogène, qui est une genre de philosophie du tonneau. Pardon? Du tonneau. Oui, bien, du tonneau, mais en fait... C'est déjà une performance, en fait, le En fait, tonneau. c'est une philosophie d'une radicalité de la présence au monde. On connaît tous l'anecdote avec Alexandre le Grand, qui était le maître de l'univers, qui arrive devant Diogène pour aller lui demander des conseils, et Diogène lui dit « ôte-toi de mon soleil ». Alors, c'est comme si moi, je disais ça à Donald Trump, qui arrivait devant moi. Je pense que je passerais quand même un mauvais quart d'heure. Dites ça, mais il faut dire ça à Donald Trump. Mais, oui, effectivement. mais cela dit, ce qui est intéressant dans la performance, et plusieurs l'ont noté, Freud, d'ailleurs, est revenu sur ces aspects-là, c'est que on a tous une intimité. L'être vit dans une intimité qu'on ne révèle pas beaucoup au monde qui nous entoure. Et la subversivité de la performance provient du fait que le performeur brise toutes les conventions sociales. C'est peut-être l'ultime art subversif parce que c'est une peinture de Pollock, à la limite, ça ne va pas nous toucher tant que ça. Peut-être que si on est un figuratif dans les années 50, on va trouver que c'est un peu fort de café, mais le performeur vient nous toucher directement dans notre rapport à ce qui est normal. Ce qui est considéré comme normal. Et quand les gens s'indignent de dire justement, bon, mais il a couvé des œufs, mais c'est ridicule, c'est pas de l'art, eh bien, il y a beaucoup de gens qui disent que ce manque d'indulgence qu'on a envers la performance, c'est un manque d'indulgence qu'on a envers nous. Et donc, le performeur nous renvoie toujours à cette espèce d'intimité-là qu'on ne veut pas montrer face à la face du monde. Et de là vient toute cette subversion-là. Et de là, donc, vient, en plein 21e siècle, cette actualisation d'une philosophie cynique qui était vraiment une philosophie de l'action
une philosophie du corps plutôt qu'une philosophie de la parole ou du figuratif ou de l'art figuratif. Voilà, il y a une pensée visuelle et il y a une pensée du corps, et il n'y a pas simplement une pensée à caractère intellectuel. Abraham Poincheval provoque le débat en général sur les réseaux sociaux et sur Twitter avec ses performances. Il y a les détracteurs, les fans et ceux qui gardent l'esprit ouvert, comme Livy, qui a laissé ce message: je ne me lasse pas des performances d'Abraham Poincheval, ça reste dingue et intriguant. Il est resté au bout d'un mât, il s'est mis dans une espèce d'énorme bouteille qui dérivait, il a fait beaucoup de choses. Qui est au Palais de Tokyo aussi. Voilà, assez extrême. Et dans les années 60, vous trouverez aussi des gens comme Ginet Panet qui se sont ouverts les veines, ou Michel Journiac, ou la fameuse Orlan qui se met des implants dans la tête, etc., etc. Twitter, page Facebook, 300 millions de critiques. Nous, on est très tranquille finalement. Oui, non, on est par très rapport calme. à tous ces gens-là. C'est à l'intérieur. C'est vraiment du... Voilà. Vous avez jamais vu Alain quand les caméras se ferment? Voilà. Voilà, nous allons voir le Zap Culture et puis nous allons parler d'un collectif féminin dans un instant. Voici ce Zap Culture et nous continuerons, et d'ailleurs nous continuons immédiatement, donc 300 millions de critiques avec beaucoup de plaisir pour vous. Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Je voulais montrer le Congo à travers les visages qu'on peut y voir dans ce clip. En fait, c'est le souvenir que moi, je garde du Congo quand je suis ici en France. Donc, à travers le visage des mamans, les sapeurs, toutes les couleurs qu'on peut y voir, les taxis verts et puis le paysage, voilà, les sourires. C'est ça le Congo que j'aime montrer. J'ai 30 ans et je le ressens dans mon comportement. Je commence à acheter des produits bio. Des fois, je m'en fous d'être stylé. Je préfère être à l'aise. Lui, c'est la superstar du web francophone, le plus attendu ce week-end à Genève. Norman, 30 ans et 9 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube. La BD veut montrer Gérard tel qu'il est, même nu sous la douche. Un personnage facile à haïr, facile à aimer. Et moi, j'assume encore plus dans cet album que dans des précédents une forme d'attachement pour mon sujet. Et aujourd'hui, il y a des choses que je n'aime pas dans ce qu'il va dire ou dans certaines de ses positions. Mais par ailleurs, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Cette créature est très dérangeante, très inhabituelle. C'est sans doute la meilleure créature que j'ai jamais vue au cinéma. Actuellement seule en Belgique à traduire des mangas, elle compte déjà 16 tomes à son actif, dans des séries très différentes dédiées aux zombies, au vin ou encore à la religion, avec parfois d'importantes difficultés à surmonter. Alors la plus grande difficulté, les 3/4 du temps, ça va être de respecter l'espace dans les bulles. Tout simplement parce que le japonais est intrinsèquement plus court que le français. Son entrée au concours Reine-Élisabeth n'est pas due au hasard. Au même titre que le violon ou le piano, tous les plus grands compositeurs ont écrit pour le violoncelle, avec quelques tubes comme les cultissimes suites de Bach. La plus petite des cabanes fait 17 tonnes, mais toutes ne reposent sur rien. Elle flotte grâce à ses filins en acier, une forme de retrait du monde pour que la plume se relâche. Quand je suis chez moi à Paris, je suis constamment sollicité, forcément par mon travail, par les aspects purement artistiques ou administratifs, ou enfin du travail qui empêche de pouvoir se dégager 3 heures d'affilée. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. La vidéo de la répétition sera publiée sur Internet. Chaque geste, chaque mouvement de caméra sera analysé par les supporters. Alors tout doit déjà être parfait. Les costumières du Palais Galliera ne sont pas trop de 3 pour la fixer sur ce juste au corps scintillant que Dalida portait pour jouer les mistinguettes. Moi j'aime les ritournelles, l'intellectuel, parole et le disco aussi. Malgré la rudesse de son sujet et les moments de vie parfois difficiles de ses enfants, Et les Mistral gagnants est un film solaire, un film qui n'oublie pas la maladie, certes, mais qui surtout célèbre la vie et qui nous donne envie de l'aimer plus fort. Quoi faire? Il ne faut pas avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en soi. Je suis capable de vivre quelque chose de terrible, qui est la mort de mes filles, évidemment. Je ne le vis pas, je ne trouve pas ça génial, je trouve ça épouvantable et je pleure très souvent. Mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse, ça ne m'empêche pas d'aimer la vie. Je pense que rien n'empêche d'être heureux. Voilà, bonjour Lise-Laure, merci de nous avoir rejoints. Les Amazones, c'est notre 3e sujet, sont 8 chanteuses stars d'Afrique de l'Ouest réunies pour lutter contre les violences faites aux femmes avec un album intitulé République Amazone. Nous allons parler d'elles juste après cet extrait de leur album que voici.
Voilà, c'est toujours agréable de revoir un disque traditionnel. Lise-Laure, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit? Puisqu'on retrouve évidemment des célébrités comme Angélique Kidjo, par exemple. Oui, c'est un groupe qui réunit évidemment les meilleures voix, je dirais, du continent, avec des griots comme Kandia Kouyaté, Mamani Kouyaté, Neka, une chanteuse nigériane, bon, Angélique Kidjo, évidemment, qu'on ne présente plus, Mariam Doumbia également, qui est donc la femme de Amadou. La moitié d'Amadou et Mariam. Voilà, la moitié d'Amadou et Mariam. Et ce qui est bien, c'est qu'elle nous replonge un peu dans ces histoires des Amazones, parce que le nom Amazon, c'est un nom qui est historique. Ça rappelle les anciennes du Dahomey, hein, ce régiment qui était entièrement militaire, et ce sont ces femmes qui ont lutté contre les colons français. Et il y avait déjà également les Amazones de Guinée. Alors ça, c'était sous Sékou Touré. Alors là, c'était la condition des femmes, mais c'était également au moment où on parlait du panafricanisme. Et là, de lutter contre les violences faites aux femmes, c'est surtout dans les zones de guerre où c'est très important parce que les femmes sont énormément victimes de viols. Je pense à la République démocratique du Congo, dans la région du Kivu. Et également, cette inégalité qu'ont les filles, par exemple, dans l'éducation. Et c'est très, très important que ces femmes, on sait la place de la femme en Afrique. Même c'est vrai qu'on dit qu'il y a beaucoup je dirais, de persécutions, mais les femmes, c'est elles qui tiennent le foyer, c'est elles qui tiennent la maison. Et c'est bien que ces femmes, par la musique, puissent s'exprimer et donner de la voix pour pouvoir parler. C'est les mères du continent. Michel. J'ajoute juste simplement ça, si je peux me permettre, et même plus connaître leur voix, parce qu'il y a un des titres de l'album... Je suis l'homme invisible. Vas-y, Michel. Vous avez changé de visage, en tout cas. Ah, j'ai beaucoup changé. Il y a un des titres de l'album qui est appelé de Corin, qui est un peu le titre phare de l'album, dont bien, les Amazones ont dit qu'elles reversaient l'intégralité des bénéfices à l'association du docteur Mukwege, dont on a aussi parlé dans cette émission il y a quelques temps de ça. Fondation Panzi. La Fondation Panzi du docteur Mukwege, et précisément qui vient en aide aux femmes qui sont violées en RDC à la suite du conflit, je ne sais plus si on peut appeler ça, de la guerre, du conflit larvé interminable qui se passe sur place. Allez-y, mon cher Mathieu. Moi, je suis totalement vendu à cet album-là, et Dieu sait que le concept de super groupe, moi, c'est quelque chose que je prends généralement dans le monde de la musique avec beaucoup de gants blancs et ou de pincettes. C'est pas parce que tu mets 8 stars ensemble que ça va donner nécessairement un bon produit. Sauf ici. Cette fois-là, oui. Et je voudrais souligner la qualité de la réalisation sur cet album-là. C'est Dr. L, qui est un musicien d'origine irlandaise, mais qui a vécu à Paris, qui était à Kinshasa, qu'on a vu sur une quantité phénoménale d'albums. Qui était notamment l'ancien batteur d'Erita Mitsuko, comme quoi... qui était avec Taxi Girl également. Qu'on a vu récemment avec Bongwana Star, qui était fabuleux, avec 2 anciens membres de staff Benda Bilili. Et donc, il a apporté ce côté-là un peu, je dirais, lo-fi. On sait qu'il joue beaucoup, lui, avec la distorsion. On en entend beaucoup, d'ailleurs, sur cet album-là. Et il va donner ce petit côté-là un peu égratigné, qui va donner, je pense, un peu d'authenticité, qui va rajouter, peut-être, devrais-je dire, de l'authenticité à ce collectif-là. La mission, en fait, on ne peut pas être contre ça. Je veux dire, c'est tragique, là, le destin des femmes qui vivent dans ces zones de guerre-là en Afrique. La misogynie aussi, en général, qu'on retrouve dans plusieurs de ces pays-là. On enlève les crimes de guerre, la misogynie ambiante. Le simple fait qu'une femme prenne la kora, c'est déjà quelque chose de, je dirais pas révolutionnaire, mais c'est déjà... C'est un instrument réservé aux hommes pendant très longtemps. Et le simple fait d'avoir des femmes qui prennent ça, c'est il faut le faire. C'est le nom du titre qu'on vient de voir. Pardon? C'est le nom du titre qu'on vient de voir. Oui, et donc, je pense que tout est bon là-dedans. C'est qu'il y a une bonne cause et artistiquement, ça le fait. C'est un disque, je pense, qui va faire école. On va garder, il y a des pièces qu'on va encore écouter dans plusieurs années, ça c'est clair. Et en plus, c'est pour une cause on n'en parlera jamais assez. Et d'ailleurs, je suis allé voir le site de ce sous-financement de la campagne. Ils veulent ramasser 45 000 $. Ils ne sont qu'à 600 $ pour le moment. Donc, allez-y donner. Ça vaut quand même... Quand on se souvient des concerts pour le Bangladesh, du Live Aid, etc., il faut vraiment...
soutenir cette opération qui n'est pas simplement une opération, mais qui est un beau disque, Alain? Tout a été dit, simplement pour dire que comme les festivals d'été arrivent, c'est peut-être l'occasion aussi de s'y intéresser parce que ce ne sont pas des chansons qui passent souvent à la radio. Et je crois que beaucoup de gens peuvent découvrir ce type de musique en allant à des festivals. On en a en Belgique, Couleur Café, Esperanza, etc., qui donnent l'occasion de découvrir des musiques venues du monde entier. Il faut les soutenir parce que c'est là aussi que l'on peut parfois découvrir des musiques qui sont moins mainstream, comme on dit, du côté francophone. Et voilà, et ce sont des mondes à découvrir qui en valent la peine. Estelle? Moi, je trouve la démarche toujours intéressante. Puis c'est vrai qu'il y a un petit côté féministe, d'ailleurs un grand côté féministe qui est assumé et qui n'est pas là pour faire... Parce que c'est vrai que ces femmes, elles sont quand même... J'adore la photo du milieu, alors on peut difficilement la voir. Celle du... Voilà, celle qui est... Bon, on les voit toutes, donc assises. Mais là, tissu wax. Et d'ailleurs, dans la pochette, elles sont toutes posées dans cette tenue, chacune, voilà, on les voit toutes. Et c'est vrai qu'il y a des grandes divas comme Ouma Sangaré, il y a vraiment des grandes artistes maliennes. Moi, il y a la batteuse Mouneissa. Elle est la seule à jouer de la batterie dans son pays. On sent qu'il y a vraiment une volonté de ces artistes de revendiquer le fait qu'elles soient artistes, qu'elles jouent de la musique comme des hommes. Et ça, on sent qu'il y a on sent que c'est pas pour de faux. Enfin, moi, c'est ce que j'ai perçu en écoutant l'album. Et vous parliez de Dr. L. Voilà, je trouve que il a vraiment réussi. Alors, métissage est un mot que je n'aime pas trop en musique. On l'emploie à tort et à travers. C'est vrai. Mais là, quand même, il y a des femmes avec des voix, avec des rythmes de griotte. On employait le terme, il y a griot et griotte. Il y a ces voix qui renvoient donc à tout ce patrimoine, cette musique, cette tradition. Et avec cette modernité, il y a un son métallique. Il y a un son métallique qui est dû à Dr. L. Il y a tout cet électro qui arrive à faire ce métissage qui est extrêmement réussi. Donc, bravo. Et moi, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Neka. Elle est nigériane. Et allemande, mais elle a choisi de s'installer à Paris parce que, comme son homologue, voilà, Kezia Jones, elle a décidé de venir à Paris. Donc je vous invite à découvrir aussi Neka, parce qu'elle a des albums. Ce qui est bien, c'est que grâce à cet album qui réunit toutes ces femmes, on peut après aller piocher dans leur univers à elles. Ce que je trouve intéressant, vraiment, c'est Mathieu, j'aimerais juste finir là-dessus, enfin, je ne sais pas moi qui vais finir, enfin peut-être, mais vraiment, il a créé un son. On en parlait pour la Momalie avec Mathieu Chédid il y a quelques temps à propos de cette espèce d'africano-pop française. Mais là aussi, il y a un son qui a été créé, c'est d'autant plus fort parce qu'il l'a fait avec 8 personnalités, voilà, qui ont chacune leur univers et qui sont très fortes. Et on les retrouve quand même, chacune d'elles, dans, je veux dire, le super groupe qui est là. Mais en même temps, il a réussi à les fédérer tout ensemble dans un son qui... Voilà, dont elles sont proches, mais qui est nouveau par rapport à elles. Et en plus, alors pour reprendre l'histoire des festivals, elles sont passées accueillies au Festival de Jazz il y a quelques semaines en Suisse. Ça dépote sur scène, le public était juste, mais alors voilà, ça a été extrêmement bien accueilli. Ce sont des performeurs sur scène qui sont magnifiques, vraiment. Voilà, je voulais juste ajouter que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la cause de ces femmes, c'est également leur parcours. Je pensais à Kandia Kouyaté qui a eu un AVC il y a 6 ans et qui ne parlait quasiment, qui restait presque 6 ans sans parler et qui, grâce à la musique, a pu recommencer à chanter. Vous parliez tout à l'heure de Mouneissa. Mouneissa, il faut savoir qu'elle est divorcée, elle était mariée. Et puis, elle devait aller à un concert en Europe. Et puis, son mari a dit, écoute, si tu vas à ce concert, moi, je te quitte. Elle a dit, écoute, je choisis la musique. Donc, c'est aussi des femmes qui sont dans leur propre vie véritablement engagées. Et ce que je crains, c'est souvent un peu le risque des groupes. Tout à l'heure, Mathieu parlait des super groupes. C'est évidemment la fissure parce qu'il faut arriver à gérer les égos. Et ce qui serait bien, c'est d'associer également d'autres grandes femmes de la musique. Je pense à Dobé Niaoré, qui est cette Ivoirienne dont le père était un grand percussionniste, qui pourrait aussi entrer dans ce groupe pour encore l'enrichir. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je vais vous demander, en fait, parce que Kandia Kouyaté, on dit qu'on l'appelle la dangereuse, parce qu'on dit que sa voix est tellement envoûtante qu'on lui a collé donc, ce surnom-là. Est-ce que c'est une forme de misogynie ou bien c'est respectueux? Non, c'est plutôt respectueux par rapport à son âge. C'est d'abord la maman, c'est la plus âgée. Ouais. Et quand on dit la dangereuse, c'est si elle dit un mot, tout le monde se tait. Ah, attention, elle ne dit pas 2. Donc, on devrait l'inviter ici. Et Kandia Kouyaté, même si elle est assise sur scène, parce qu'elle est assise sur scène pendant tout le concert, parce qu'elle est trop âgée, eh ben, elle a une présence. Voilà. Elle a eu un AVC, je pense que c'est ça qui... Sur Facebook, la plateforme culturelle dédiée à la valorisation des femmes africaines qui s'appelle Afroculture L,
nous sommes dans l'interactivité à propos de ces Amazones d'Afrique, à partager les propos de Marianne Koné sur la démarche des Amazones d'Afrique. Ce n'est pas une guerre contre les hommes que nous faisons. D'ailleurs, nous invitons les hommes à lutter pour nous, à lutter avec nous. L'album République Amazone est une lettre d'amour adressée aux hommes. Bien évidemment, 300 millions de critiques. Twitter, Facebook et les adresses sont au bas de l'écran. Vous pouvez nous aimer, nous insulter, faire ce que vous voulez. En tout cas, participer. Coup de cœur avec vous, mon cher Alain. On n'a pas parlé beaucoup de musique baroque pendant que j'étais pas là. Mais donc, je vais rattraper le temps perdu. Si. 450e anniversaire de la naissance de Claudio Monteverdi à Crémone, 15 mai 1567, mort à Venise. Alors, c'est un Italien, c'est vrai. Mais bon, il y a plein d'artistes qui se sont intéressés à lui et à son œuvre et qui, évidemment, reviennent dans l'actualité. Chez nous, Philippe Hervé, René Jacobs. En France, Vincent Dumestre et le poème harmonique, Emmanuel Haïm et le concert d'Asprey, Marc Minkowski, évidemment. Et je voudrais pointer un conte musical qui est sorti et qui s'appelle « Les 1001 voyages de Claudio Monteverdi » où il raconte son histoire à un jeune garçon croisé à Venise. Il raconte son histoire et ça a un charme totalement suranné d'entendre des extraits de l'œuvre de Monteverdi avec comme cela un récit. C'est un peu les disques racontés de notre enfance. Et en même temps, c'est une merveilleuse initiation à la musique baroque. C'est un disque, donc? C'est un disque, oui. Donc, il y a une partie où c'est à la fois raconté avec des extraits musicaux. Et voilà. Et puis, alors, il y a aussi des extraits, des madrigaux qui sont quand même parmi les œuvres les plus célèbres de Monteverdi. Et c'est interprété par les Arts Florissants, cette fois-ci dirigé par Paul Agnew. C'est raconté par Michel Faux. Estelle. Les rendez-vous de l'histoire du monde arabe, c'est la 3e édition. Ça se déroule ici à l'Institut du monde arabe. Donc c'est du 18 au 21 mai. Alors c'est vraiment l'occasion pendant ces 4 jours de discuter. Il y a des historiens, des chercheurs, des politiques, des journalistes, des écrivains. Et ils s'intéressent à un thème particulier, un thème qui aujourd'hui est d'actualité, les frontières. Donc voilà les rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Mathieu. On parlait tout à l'heure d'accès à l'universalité par les racines. Actuellement, sur le site d'Ici Musique, on a un bijou d'album de reprises de chansons de Richard Desjardins, un de nos très, très grands poètes du Québec, un des grands chanteurs du Québec, repris par des artistes comme Yann Perrault, comme... Votre écran s'est éteint, vous devez je vais l'ouvrir. Affichage non terminé. Et donc voilà, ça s'appelle Desjardins. C'est une reprise des grandes chansons de Richard Desjardins par de grands interprètes et c'est beaucoup plus que du commerce. Alors moi, je voulais vous parler d'un livre. On ne parle pas souvent en football, donc on va parler football. Donc c'est un retour pour la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est donc déroulée au Gabon. C'est un livre d'or. Qui a gagné? Évidemment le Cameroun, sans chauvinisme. Et donc je voulais vous parler de ce livre parce que c'est toute l'histoire un peu de cette Coupe d'Afrique des Nations en photo, avec évidemment présentation des équipes, temps fort, le stress des entraîneurs. Et puis surtout, il y a une super page que j'aime bien, celle-là, ce sont les supporters. Ce n'est pas des hooligans, mais c'est des inconditionnels qui suivent les équipes partout, qui sont badigeonnés aux couleurs de leurs équipes nationales. Donc Livre d'or, c'est publié aux éditions NCI Publishing, une maison d'édition basée à Paris. Comment s'appelle déjà le surnom de l'équipe du Cameroun? Les Lions indomptables. Indomptables. Puisqu'on parlait de femmes engagées, eh bien ce livre de Manon Chic. Manon Chic, c'est la directrice d'Amnesty International en Suisse. C'est une voix qui compte en Suisse et qu'on entend beaucoup. Elle a écrit ce bouquin qui donne la parole à 10 femmes engagées, notamment la maman, entre guillemets, des femmes violées au Congo, ou la représentante de l'homosexualité, la figure tutélaire, on va dire, l'homosexualité en Afrique, par exemple, ou d'autres, militantes mexicaines contre les disparitions, ou militantes syriennes et autres. 10 témoignages dans ce livre par les éditions Favre. Voilà, c'est des voix importantes à écouter, à lire, et puis surtout qui vous remettent aussi, pas en adéquation, mais qui vous remettent dans la réalité d'un certain monde que l'on connaît des fois moins ou pas en Occident.
Voilà, pour revenir à la performance coup de cœur, vous vous souvenez d'Yves Klein, enfin vous vous souvenez, personne ne s'en souvient, justement parce que peu de gens y ont été, mais c'est la trace qui est importante. Yves Klein qui avait fait dans une galerie chez Iris Cléa une exposition sur le vide, au moment où ça a eu lieu, tout le monde se demandait le sens que ça pouvait avoir, et c'est une exposition qui a duré. Et puis surtout, la plus grande histoire des performances, c'est celle de Joseph Beuys, qui est ce grand artiste allemand qui a été professeur, qui était un pilote de la Luftwaffe, qui a été rendu célèbre par le fameux tableau de Warhol où on le voit avec son chapeau comme ça. C'est un personnage incroyable. Et donc, quand l'art s'est installé aux États-Unis, après la guerre, dans les années 50, puis dans les années 70, il est allé dans une galerie américaine et il s'est installé seul, performance donc, dans la galerie, au moment où il y avait tous les grands artistes abstraits, plus le pop art. Il s'est installé avec un coyote. Il est resté dans la galerie enfermé avec le coyote, manière de dire que la victoire américaine de l'art, qui n'était pas simplement la victoire de la Seconde Guerre mondiale, n'était que temporelle et qu'un jour l'art reviendra en Europe. Et c'est comme ça qu'il a eu comme élève Anselm Kiefer, ou tous les grands artistes allemands qui jouent un rôle important aujourd'hui, qui ne sont pas forcément ses élèves, mais les Gerhard Richter, enfin tous ceux qui dominent la peinture. Donc cet épisode new-yorkais dans la galerie de ce personnage pilote de la Luftwaffe qui a ramené l'art en Europe, en ayant en même temps l'amitié de Warhol, personne ne s'en est rendu compte sur le moment, comme quoi ce n'est pas toujours, comment peut-on dire, le succès ou qui joue le rôle le plus important, l'audience, mais parfois l'influence, ça a duré peu de temps et on en parle toujours aujourd'hui. Merci mille fois, nous sommes ravis de travailler pour vous et nous nous retrouvons la semaine prochaine.